Oui, c'est très ambitieux. C'est les recommandations d'une commission qui a été établie par le journal scientifique Le Lancet. Une commission donc, pour la santé pour 2035 et une commission qui suit les recommandations d'un rapport de la Banque mondiale de 1993 sur la santé dans le monde. Et c'est une commission qui regarde au bénéfice de l'investissement dans la santé et qui effectivement dit que d'ici 2035, il est possible de réduire le nombre de décès évitables par près de 10 millions en atteignant ce que nous appelons la convergence, c'est-à-dire en faisant que les pays pauvres et les populations les plus pauvres aient le même niveau de santé que les populations des pays les plus riches, ou du moins se rapprochent de ce niveau de santé. C'est ambitieux, mais c'est possible parce que la technologie le permet aujourd'hui. En fait, le monde a connu une amélioration de la santé spectaculaire au cours des 20 dernières années, en particulier donc une baisse très importante de la mortalité infantile, de la mortalité des jeunes enfants de moins de 5 ans, inclus dans les pays les plus pauvres et parmi les populations les plus pauvres. Pourquoi ? Eh bien, essentiellement à cause de la vaccination, des antibiotiques, des contraceptifs aussi qui permettent d'espacer mieux les naissances, et des nouvelles technologies comme les moustiquaires imprégnés d'insecticides qui luttent contre le paludisme. Et donc, même en Afrique, au cours des 10 dernières années, nous avons vu une chute de la mortalité infantile. Et nous savons que nous avons aujourd'hui les technologies, et ce sont des technologies peu coûteuses, qui peuvent permettre donc de rabaisser cette mortalité des enfants moins de 5 ans à moins de 20 pour 1000, donc à 16 pour 1000, d'ici 2035. C'est possible, c'est faisable. Le coût n'est pas, il est important, mais il n'est pas excessif et les bénéfices sont immenses. En fait, c'est une question de nombre, c'est une question de démographie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de pauvres qui vivent dans les pays à moyen revenu que de pauvres qui vivent dans les pays pauvres. Parce qu'il y a de grands pays à moyen revenu, donc effectivement les plus grands sont la Chine et l'Inde, qui ont fait d'énormes progrès dans la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des indicateurs, mais qui gardent encore des populations, de vastes populations pauvres, et qui ont encore des indicateurs de santé très médiocres. Et donc en fait, effectivement, il y a une grande partie de ces décès évitables, de ces décès d'enfants évitables, qui ne sont pas nécessairement dans les pays les plus pauvres, mais qui sont dans des pays qui ont déjà amélioré leur situation économique, qui sont des pays à moyen revenu, mais qui gardent de très grands pans de leur population qui restent très pauvres, en particulier dans les zones rurales, et puis dans les zones périurbaines, dans les zones urbaines informelles. Je crois que c'est au-delà de la volonté, c'est-à-dire que cela va devenir une obligation dans le sens où ces pays qui sont devenus donc plus prospères, qui ont atteint le statut à revenu moyen, ont des populations qui sont de mieux en mieux éduquées, qui sont de mieux en mieux informées et qui ont une demande de services publics, une demande de services de qualité. Et clairement, quand on regarde les chiffres, ces pays auront les moyens, ils auront les moyens d'assurer une couverture universelle en services de santé de base à l'ensemble de leur population. Mais effectivement, il y a des choix politiques à faire. Il y a une action collective qui est nécessaire. Et au point de vue, disons, de l'économie politique, il y a une nécessaire alliance qui doit se faire entre la classe moyenne, qui est de plus en plus forte dans ces pays, et les plus pauvres, les plus défavorisés. Et c'est quand cette alliance se crée, cette alliance de la classe moyenne et des populations les plus défavorisées, qu'on peut arriver à ce que nous appelons des systèmes universalistes, en sachant qu'il faut que le débat politique se concentre sur pour que l'universalisme soit un universalisme progressiste, c'est-à-dire qu'il touche d'abord les pauvres et qu'on n'a pas ce qui peut exister très fréquemment dans la région, des tendances où il y a une capture des services publics par des populations plus privilégiées qui vont demander peut-être plus de services de qualité, plutôt que de répartir le gâteau plus équitablement.
Mais ce qui est très intéressant, de nouveau, c'est le thème de la convergence. C'est-à-dire que le cadre dans lequel nous pouvions voir les choses, d'un côté les pays développés, de l'autre côté les pays pauvres, et avec beaucoup de différences, en fait, tout ça est en train de se transformer et la problématique devient la même dans l'ensemble du monde. Et c'est un des grands messages du rapport, cette convergence. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un moment historique où l'ensemble du monde peut avoir accès à la santé et peut historiquement vivre ce moment unique où tout le monde va avoir accès à une longévité importante, où tout le monde va vivre au-delà de 60 ans. Et ça, c'est historique, ça n'était jamais arrivé historiquement. Et donc, effectivement, la manière d'atteindre ces objectifs pose des problèmes qui sont les mêmes dans toutes les sociétés. Et au fond, les problèmes qui sont de la société américaine sont exactement ceux-là. L'alliance des pauvres et de la classe moyenne, comment répartir les fruits de la bourse publique, les fruits des impôts, comment répartir équitablement l'impôt et comment assurer des services de qualité. La problématique est la même dans le monde entier. Dans les dernières années, dans tous les débats, disons, des forums sociaux, il a beaucoup été discuté des limitations de l'utilisation du produit intérieur brut comme une mesure de la qualité de vie des pays, puisque c'est simplement une mesure du revenu. Alors il y a toutes sortes de mesures qui ont été proposées, inclus de mesurer le bonheur des pays qui se mesurent ces jours-ci. Mais ce que nous proposons dans ce rapport, ce qui est proposé dans ce rapport et qui est vraiment très intéressant, c'est donc de prendre l'ensemble de la notion de richesse et d'inclure la valeur intrinsèque de la santé. Parce que l'on s'aperçoit, lorsqu'on demande dans des études très scientifiques aux gens quelle valeur ils donnent aux différentes choses auxquelles ils ont accès, ils donnent une valeur très importante à la santé et en particulier au nombre d'années de vie supplémentaires. C'est-à-dire que pour chacun d'entre nous, c'est très important de vivre 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans de plus. Donc ça a des bénéfices économiques qui sont certains, en particulier sur l'épargne, sur l'éducation des enfants, mais également donc des bénéfices intergénérationnels, mais également des bénéfices intrinsèques. C'est-à-dire que l'être humain donne de la valeur à vivre plus longtemps. Et c'est ce que le rapport dit. Non seulement la santé est un bon investissement pour l'économie, on pense que 11% de la croissance des dernières années est liée aux investissements dans la santé, au fait que les populations sont en meilleure santé, mais c'est aussi un investissement au-delà de la santé dans, disons, un bien-être et une satisfaction universelle. Il y a 2 grandes raisons pour lesquelles les pays développés doivent continuer d'investir dans la santé des pays les plus pauvres comme dans des éléments clés de santé internationale. D'abord, il y a des nouvelles menaces, des nouveaux dangers comme le changement climatique, qui sont des dangers qui vont toucher tout le monde avec la possibilité de nouvelles épidémies, la possibilité de changement des profils de maladies. Donc les maladies également, les maladies non transmissibles liées au style de vie, à l'obésité, etc. Ce sont des problématiques mondiales, donc investir dans la recherche, investir dans la connaissance de ces maladies, c'est un bien public, c'est un bien mondial, c'est pour tout le monde. Et puis il y a le deuxième argument qui est un véritable argument d'égalité et de droits de l'homme. Est-ce que c'est possible alors que tant de morts peuvent être évitées avec si peu d'argent, quand on peut éviter la mort de 10 millions d'enfants avec des moyens finalement très faibles, est-ce qu'on a le droit en tant que communauté internationale de ne pas le faire? Je crois qu'il y a une véritable responsabilité. Voilà, c'est une question de conscience. Ce sont les estimations qui montrent, et cela a été étudié dans de nombreux pays, qu'il y a une véritable relation directe entre la taxation du tabac et le nombre de personnes qui fument et donc les conséquences du tabac. Donc, ce qu'on appelle l'élasticité prix de la consommation de tabac. Et donc effectivement, taxer ce qu'on appelle les taxes, taxer les péchés, c'est-à-dire taxer le tabac, taxer l'alcool, c'est vraiment une recommandation de notre rapport parce que ça a un double effet sur la santé. D'abord, ça diminue les comportements qui ont un effet négatif sur la santé et puis ça génère des recettes qui peuvent être réinvesties dans les systèmes d'assurance maladie.
C'est une des premières causes de mortalité en Tunisie, la mortalité par accident de la route. Et ça illustre bien la problématique des pays à moyens revenus et également des pays pauvres. C'est des pays dans lesquels tous les problèmes de santé cohabitent. C'est-à-dire qu'ils ont encore les anciens problèmes de santé, de maladies infectieuses, de santé maternelle et infantile. Ils ont les nouveaux, donc les accidents liés particulièrement aux accidents de la route. Et puis également les maladies liées au style de vie, donc l'obésité, la consommation d'alcool et de tabac. Et effectivement, souvent les accidents de la route parce que l'état des réseaux routiers n'est pas aussi bon, l'éducation n'est pas aussi bonne, la prévention, les différents systèmes d'éducation à la sécurité routière n'existent pas. Donc ce sont souvent effectivement la combinaison de ces éléments qui font que les pays à risque aujourd'hui sont souvent les pays à moyens revenus. Non, leur influence est très grande. Elle est très grande parce qu'ils ont l'oreille. Ils ont l'oreille des gouvernements, ils ont l'oreille des ministres des Finances, ils ont l'oreille de ceux qui tiennent les clés de la caisse. Et donc, il y a de grands messages à donner. Et je crois que leur rôle est extrêmement important, de donner le message d'abord qu'investir dans la santé, c'est un bon investissement. C'est-à-dire que oui, il y a un coût, mais que les bénéfices sont de 8 à 10 fois le coût investi. Et que, historiquement, on a toujours vu que améliorer d'abord la santé et l'éducation, c'est la meilleure manière d'arriver au développement, que c'est un préalable. Également, un rôle important dans le conseil de comment mettre en place justement des systèmes de taxation, comment mettre en place des systèmes d'assurance maladie. Et c'est quelque chose que nous, ici, à la Banque africaine de développement, est vraiment au cœur de notre stratégie. Comment mettre en place des systèmes de protection sociale qui prennent en charge le risque maladie. Merci, je vous souhaite le meilleur possible avec cette Merci. mission. Merci beaucoup.